Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fondamental, le cœur de la stabilité de n'importe quelle construction, les fondations superficielles. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un bâtiment va tenir debout pendant des dizaines d'années? Eh bien, tout commence juste là, à l'interface entre la structure et le sol. Dans ce guide, on va décortiquer la conception et le calcul de ces éléments avec toute la rigueur d'un ingénieur. Pour bien maîtriser le sujet, on va y aller par étapes, avec une progression logique. On va commencer par les grands principes, les bases. Ensuite, on verra les règles du dimensionnement incontournables. Après ça, on passera de la théorie à la pratique avec des cas de calcul. Et on terminera par le plus important peut-être, les vérifications à faire sur le chantier. Allez, c'est parti. Ok, première section, les principes des fondations. Avant même de penser à sortir la calculatrice, il faut qu'on soit d'accord sur le vocabulaire et les concepts. Qu'est-ce qu'une fondation exactement? Comment on fait la différence entre les types de fondations? C'est la base vraiment pour construire quelque chose de stable et qui va durer. La fonction d'une fondation, c'est avant tout une mission de transmission. Imaginez que vous essayez de marcher dans la neige avec des talons aiguilles. Vous vous enfoncez direct. Maintenant, si vous mettez des raquettes, votre poids est réparti sur une grande surface et vous restez au-dessus. Eh bien, la fondation, c'est exactement ça. C'est la raquette du bâtiment. Elle prend toutes les charges et les répartit sur une surface assez grande pour que le sol puisse les encaisser sans broncher. Alors là, on touche à un point vraiment essentiel. La différence entre une fondation superficielle et une fondation profonde, au final, ça tient à un simple rapport géométrique. On prend la profondeur d'encastrement, qu'on appelle D, et on la divise par la largeur, B. Si ce rapport D sur B est en dessous de 4 ou 5, on est dans le superficiel. S'il grimpe au-dessus de 10, là on change de catégorie, on passe aux fondations profondes, comme des pieux par exemple. Et ce simple ratio, il change complètement l'approche de calcul. Ici, on a une bonne illustration des deux grands types de fondations superficielles qu'on rencontre tout le temps. À gauche, la semelle isolée. Son job, c'est de prendre la charge concentrée qui descend d'un poteau et de la diffuser dans le sol. Et à droite, on a la semelle filante. Elle travaille plutôt comme une poutre continue pour reprendre soit une charge linéaire, comme celle d'un mur, soit pour connecter plusieurs poteaux qui sont proches les uns des autres. Section numéro 2, les règles de dimensionnement. Bon, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va voir les règles géométriques impératives. Ce sont, si vous voulez, les critères non négociables qui vont garantir la stabilité de la fondation, bien avant même qu'on commence à calculer le moindre acier. Le tout premier paramètre, c'est la profondeur hors gel. Et ça, c'est critique. C'est une règle de pur bon sens. L'eau qui est dans le sol, quand elle gèle, elle augmente de volume, elle gonfle, et elle peut exercer des pressions absolument colossales, capables de soulever une fondation et tout ce qu'il y a dessus. Donc c'est simple, on doit poser la base de notre semelle en dessous de cette profondeur. Bien sûr, ça varie avec les régions, ça peut être 50 cm dans le sud, mais bien plus d'1 mètre en montagne. Et attention, ça ne s'arrête pas là, il faut prendre en compte l'altitude. C'est logique, plus on monte, plus il fait froid, et donc plus le gel va descendre profondément dans le sol. La règle est simple, mais il faut la connaître. Au-dessus de 150 mètres d'altitude, on ajoute 5 cm de profondeur pour chaque 200 mètres supplémentaires. C'est un petit calcul qui peut éviter de très gros problèmes. Ce schéma nous montre les dimensions minimales à respecter. Une largeur B d'au moins 40 cm pour avoir une bonne assise. Une hauteur H de 20 cm minimum pour assurer la rigidité. Et regardez bien la hauteur du pied droit, cette partie au-dessus de la semelle. Elle doit faire au moins 6 fois le diamètre des aciers en attente, plus 6 cm. Pourquoi? C'est pour garantir un ancrage parfait des aciers du futur poteau et pour avoir assez de béton autour pour les protéger de la corrosion. Cette condition de rigidité, elle est vraiment primordiale. Si la hauteur de notre semelle est suffisante et respecte cette formule, on peut la considérer comme rigide. Ça veut dire que les charges du poteau vont se diffuser naturellement dans le béton, un peu comme des forces qui suivent des bielles de compression à 45 degrés. Et le gros avantage de ça simplifie énormément les calculs. On n'a plus besoin de se préoccuper de la vérification à l'effort tranchant et ça nous évite de devoir mettre en place des armatures de cisaillement, qui sont souvent compliquées à poser. Ok, on a posé les principes, on a vu les règles géométriques. Maintenant, il est temps de passer à la pratique, de les appliquer à des cas de calcul bien concrets. Et on va commencer par le cas le plus simple. Une semelle qui reçoit une charge parfaitement centrée. Voilà la feuille de route, en 4 étapes, pour dimensionner une semelle isolée. Étape 1, on calcule la charge qui descend du poteau. Étape 2, et celle-là est absolument cruciale, on récupère la contrainte admissible du sol. Cette valeur, on ne l'invente pas, elle est donnée par le rapport de l'ingénieur géotechnicien. Sans ça, impossible d'avancer. Étape 3, on fait une simple division, la charge sur la contrainte, et ça nous donne la surface minimale de notre semelle. Et enfin, étape 4, on choisit la hauteur, en s'assurant qu'elle respecte bien la condition de rigidité qu'on a vue juste avant.
Bien sûr, dans la réalité, une charge n'est pas toujours parfaitement centrée. Il y a souvent un moment fléchissant qui vient s'ajouter et ça crée ce qu'on appelle une excentricité E. Regardez bien le diagramme. À cause de ça, la force n'est plus appliquée au centre. Et la pression sous la semelle, qui était un beau rectangle uniforme, devient un trapèze. Le seuil critique à connaître, c'est E égale B sur 6. Si on dépasse cette valeur, une partie de la semelle commence à se soulever du sol, la pression devient triangulaire et là, la stabilité de l'ensemble peut être sérieusement menacée. La vérification au poinçonnement, c'est une sécurité vitale. Il faut s'imaginer un crayon qu'on enfonce à travers une feuille de carton. C'est exactement ce qu'on veut éviter. Le poteau ne doit absolument pas percer la semelle. C'est ce qu'on appelle une rupture fragile. C'est soudain, sans prévenir, et c'est catastrophique. Pour l'éviter, on calcule la force de cisaillement sur un périmètre bien défini autour du poteau. Et on vérifie qu'elle reste bien en dessous de ce que le béton peut supporter. Allez, dernière section, la pratique et les vérifications. Parce qu'un calcul parfait sur un ordinateur ne sert à rien s'il est mal exécuté sur le chantier. C'est vraiment la dernière étape, celle où la théorie se confronte à la réalité du terrain. Et c'est là que la qualité finale de l'ouvrage se joue. Ces erreurs de ferraillage, malheureusement, on les voit trop souvent et elles ont des conséquences graves. Un enrobage de béton insuffisant, c'est la porte ouverte à la rouille, l'acier va gonfler et il ne servira plus à rien. Un mauvais espacement entre les barres, la semelle n'aura tout simplement pas la résistance qu'on a calculée. Des aciers posés dans la boue, l'adhérence avec le béton sera mauvaise. Bref, chaque erreur fragilise l'ensemble et annule tout le travail de calcul fait en amont. Cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie du métier. Elle nous rappelle une chose essentielle. Chaque décision qu'on prend, que ce soit la géométrie de la semelle ou la quantité d'armature, c'est une réponse directe et calculée à deux paramètres fondamentaux. Les charges qui viennent de la structure et la nature du terrain qui est en dessous. Et voilà le moment de vérité juste avant le coulage. Cette checklist, c'est le dernier rempart, le contrôle qualité final. Point 1. Le fond de fouille. Est-ce qu'il est propre, sec et à la bonne hauteur? Point 2. Le béton de propreté. Est-ce qu'il est bien là pour isoler les aciers de la terre? Point 3. Le ferraillage. On contrôle tout, le diamètre des barres, leur espacement, l'enrobage, la propreté. Et point 4. Le coffrage. Est-ce qu'il est bien stable? Chaque oui à ces questions est une garantie pour la durabilité de l'ouvrage. Finalement, tout se résume à cette question. La théorie est maîtrisée, le calcul est juste. Mais l'exécution, c'est là que se trouve le véritable test de l'ingénieur. Il faut que le pont entre la conception et la construction soit absolument parfait. Parce que c'est sur le chantier, et pas sur une feuille de calcul, qu'une fondation bien pensée devient la base solide d'un bâtiment qui va traverser les âges. Thank you.